Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de En mode député. Au cours des dernières semaines, après quelques jours de suspension de travaux, nous sommes retournés à l'Assemblée nationale pour examiner plusieurs textes de loi importants, notamment celui sur lequel on revient en particulier dans ce numéro, celui sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui a été examiné d'abord en commission des lois et ensuite en séance à l'Assemblée nationale. Vous retrouverez dans ce numéro l'ensemble de nos interventions, de mes interventions sur le sujet, qui malheureusement n'ont pas permis de convaincre la majorité d'adopter nos amendements et de véritablement faire progresser le texte. Je reviens dans mes interventions sur les explications à ce propos. Et puis deux interventions sur des projets de loi qui revenaient en dernière lecture à l'Assemblée nationale, donc sur les données personnelles. C'est un sujet important, vous avez dû entendre parler des scandales de Facebook, Cambridge Analytics, et donc tout ce qui concerne en fait la vie privée et les données privées de tous les individus sur Internet dès qu'on se connecte à Facebook, dès qu'on achète une nouvelle application. Donc c'est ce sujet-là qui peut apparaître du coup un peu technique, mais qui est en fait très concret et très matériel, sur lequel nous rediscutions. Et enfin, une deuxième intervention que j'ai faite pour la dernière lecture du projet de loi sur l'organisation des élections européennes, qui vont donc avoir lieu, comme vous le savez, l'année prochaine. Et il a fallu faire un projet de loi pour déterminer les circonscriptions, puisqu'on a changé de circonscription, on va désormais revenir à une circonscription unique, donc il n'y aura plus les 8 circonscriptions comme lors des dernières élections européennes, mais une seule. Et donc c'était pour acter ça que la loi a été faite. Et puis il y a eu un petit rajout de la majorité sur l'organisation des débats publics. Et ce sur quoi nous nous sommes opposés, c'était la disposition qui permet en fait à la République en marche d'avoir un très 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 grand temps de parole dans la campagne audiovisuelle, plus de la moitié, ce qui est vraiment hégémonique et qui ne permet pas un véritable débat démocratique et la pluralité des points de vue. Donc on s'est opposé sur ce point et c'est là-dessus que je reviens dans mon intervention. En avril dernier, lors de la deuxième lecture devant notre Chambre, le scandale Cambridge Analytica Facebook venait d'éclater. Nous vous alertions alors, comme nous l'avions déjà fait en première lecture, sur les risques importants de l'usage par les géants de numérique, les fameux GAFAM, de nos données personnelles, ou, c'est le cas dans l'exemple de Cambridge Analytica, de l'usage qu'ils permettent d'en faire. Alors que les soupçons de manipulation de masse fondés sur des collectes massives et non consenties de données personnelles défraient la chronique et posent des questions démocratiques fondamentales, la dernière mouture du texte que nous repropose le gouvernement demeure obstinément insatisfaisant. Nous l'avons dit en première et deuxième lecture, nous le répétons. Ce texte ne fournit pas les armes démocratiques nécessaires pour lutter contre les dévoiements et les manipulations que permettent la collecte massive et incontrôlée des données. Votre réforme laisse le champ libre aux très grandes entreprises de l'Internet pour faire du profit avec notre vie privée. Ces très grandes entreprises, dont certaines ont des profits justement équivalents à des PIB d'État. Pour ces entreprises, les sanctions prévues dans le projet de loi, lorsque par hasard la CNIL effectuerait un contrôle, constituent des sommes risibles qui peuvent être prévues dans leur budget annuel. C'est le cas par exemple d'Amazon. La fortune de son PDG, Jeff Bezos, est évaluée à 132 milliards de dollars états-uniens. Elle est supérieure ainsi au PIB de la Hongrie. Amazon Web Services, l'une de ses filiales, permet à d'autres compagnies d'avoir accès aux banques de données des utilisateurs et utilisatrices de l'une des branches d'Amazon. Or, Jeff Bezos s'intéresse tout particulièrement au développement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de programmes ayant la capacité d'apprendre par eux-mêmes. L'ambition est de mettre ces programmes à la disposition des entreprises clientes d'Amazon Web Services, afin qu'elles n'aient plus besoin elles-mêmes d'avoir de programmes de traitement de données, mais que celui-ci s'adapte à leurs besoins spécifiques. Il y a ici la combinaison du poids économique d'Amazon, d'une collecte massive de données des clients et clientes, et de la revente de ces informations à des compagnies tierces. Face à cela, des organes efficaces et puissants de contrôle sont nécessaires afin d'assurer que ces transactions de nos données se fassent tout en respectant la vie privée. C'est un enjeu de taille qui nous oblige, y compris, à repenser le cadre de la démocratie du XXIe siècle. C'est pourquoi, dès les débats en commission, et tout en nous situant en positif par rapport aux avancées contenues dans le texte, nous l'avions amendé afin de renforcer notamment les compétences de la CNIL et s'assurer qu'elle agisse dans l'intérêt général et non sous l'influence de lobbies des grandes compagnies du numérique. La majorité les a presque tous rejetés.
Le passage au Sénat avait permis, de notre point de vue, l'ajout de plusieurs modifications allant dans le sens de ce que nous avions défendu à l'Assemblée nationale. Publication des règles d'un traitement algorithmique ayant servi à fonder les décisions, obligation de langage clair et facilement accessible concernant la collecte des données à caractère personnel pour les mineurs de moins de 16 ans, renforcement des mesures de chiffrement au profit des individus. Mais la majorité s'est de nouveau montrée peu encline à l'exercice parlementaire. Elle a ainsi retoqué la quasi-totalité des amendements faits au Sénat, n'est pas parvenue à un accord en commission et ne prend pas en compte, vraiment de manière édulcorée, le texte voté par le Sénat en deuxième lecture. Ce mépris pour les procédures démocratiques représentatives et pour le travail parlementaire aboutit finalement à un texte clairement à rebours de l'évolution du marché des données personnelles. Les moyens humains et financiers de la CNIL ne lui permettront pas d'assurer un réel contrôle systématique a posteriori, puisque c'est là votre nouveau prise de position, là où un système d'autorisation oblige l'examen. Ce texte participe donc à la libéralisation du commerce des données personnelles au détriment de la protection de nos vies privées et donc de la démocratie. Ce choix de changement de paradigme n'est un choix de politique nationale puisque la directive européenne laisse le champ libre aux États membres dans ce domaine. Le gouvernement doit donc prendre la responsabilité de ses choix et ne pas se défausser soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'Union européenne ou sur les deux. Vous l'avez compris, nous ne voterons pas ce texte, même si, encore une fois, notre groupe et notre mouvement voient et reconnaît le potentiel extraordinaire pour les progrès sociaux, démocratiques, environnementaux et scientifiques d'une collecte de données à but non premièrement lucratif et correctement anonymisée. Une révolution numérique pour toutes et tous au service de l'intérêt général. Ce terrain législatif-là, il est impératif de l'investir, car c'est là que s'inventent et s'inventeront de nouveaux outils de participation, d'autonomie et de prise de décision collective. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui organise les modalités d'élection des représentants et représentantes françaises au Parlement européen. Il intervient à un moment où la démocratie européenne, justement, se trouve dans un bien triste état. L'Union européenne manque de démocratie dans sa substance. Elle ne crée aucun terrain sur lequel ses idéaux pourraient s'approfondir et se renouveler. Elle favorise la cupidité financière et les égoïsmes nationalistes et n'offre pas d'horizon commun d'émancipation collective, de développement mutuel au service de l'intérêt général et de la protection de l'écosystème. Cet état, plus que fragile, se reflète au cœur de ces institutions, et notamment au sein d'un Parlement sans pouvoir décisionnel propre, enserré entre la Commission, les exécutifs nationaux et rongé par les lobbies. La crise démocratique qui secoue nos sociétés est notamment une crise de représentativité. La représentativité qui permet que le vote crée un sentiment d'appartenance à une communauté de destin. Or, cette représentativité ne peut exister que si en aval du vote, les différentes voix qui animent les débats d'idées ont la possibilité de s'exprimer. Il y a quelques jours, à l'occasion de son long discours à Aix-la-Chapelle où il a reçu un prix Charlemagne truffé de références ecclésiastiques et monarchiques qui ont dû plaire à son esprit jupitérien mais qui sont quelque peu éloignés de nos traditions républicaines, le président Macron a insisté sur le fait de ne pas subir les mouvements du monde. Mais en même temps, comme il se doit en Macronie, le gouvernement fait subir au débat démocratique un rétrécissement fort peu propice au renforcement de la souveraineté populaire. Tel est le sens contraire des projets prévus par le gouvernement en matière de révision constitutionnelle au niveau national et d'une partie de ce texte d'organisation des débats électoraux européens, même si nous sommes favorables à la mise en place d'une circonscription unique et voterons donc en faveur de ce texte. Mais nous tenons à revenir sur ces dispositions particulières, parce que si on reprend la pensée complexe macronienne, moins de débats d'idées permettrait de ne pas subir, moins d'opposition parlementaire garantirait une démocratie plus efficace. Les oxymores sont légion, ils constituent en vérité une attaque permanente à la démocratie. Or, la démocratie représentative et son corollaire font partie des idéaux fondateurs européens. Ils impliquent le contrôle efficace d'un exécutif par la possibilité de la contradiction et permettent ce contradictoire par l'organisation d'un débat d'idées équitable. Voilà pourquoi, si nous sommes, comme je l'avais dit, favorables à ce texte, parce qu'il permet une organisation qui nous semble positive globalement, nous nous opposons à la disposition de son article 2, qui aura pour effet de réduire le temps de parole des groupes parlementaires d'opposition. Il s'agirait, selon les arguments maintes fois répétés par la majorité, de mettre le texte de loi en conformité avec la décision constitutionnelle du 31 mai 2017. C'est, selon nous, un argument de façade. Le Conseil d'État avait critiqué les dispositions actuelles et proposé une autre répartition que le gouvernement a écartée.
Le Conseil constitutionnel lui-même, dans le commentaire qu'il a produit sur la décision précitée, disait « Sans doute est-il légitime de tenir compte de l'audience des partis de groupements principaux. Encore faut-il que le vœu d'un regroupement en grande tendance ne prédomine pas sur la nécessité de ne pas entraver l'émergence de nouveaux courants politiques. » La République en marche se comporte donc avec ce texte exactement comme les partis du vieux monde dont elle contestait l'hégémonie. Elle veut, maintenant qu'elle est au pouvoir, l'inverse exact de ce qu'elle défendait pendant sa conquête, ou devrions-nous dire son hold-up du pouvoir. Cela révèle une certaine insécurité sur sa capacité à convaincre. Car si les ambitions que la majorité a pour l'Europe trouvaient une résonance chez les citoyens et les citoyennes, celles et ceux-ci n'auraient aucun mal à voter pour son projet. Mais l'Union européenne qu'Emmanuel Macron, son gouvernement et la majorité actuelle défendent rentrent trop souvent en contradiction avec ce que le projet européen avait la volonté d'être, avec ce qu'il devrait être aujourd'hui pour les peuples d'Europe et pour le reste du monde. Essayer par des démarches technocratiques politiciennes de freiner un débat nécessaire sur l'avenir du commun européen, c'est tenter vainement de ralentir la chute d'un monde qui a échoué à réaliser le rêve de souveraineté et d'émancipation des peuples. Comme nous l'avons déclaré aux côtés de nos camarades de Podemos en Espagne et du bloc de gauche portugais, lors du lancement de notre mouvement européen commun et maintenant le peuple, l'heure est arrivée de rompre avec le carcan des traités européens qui imposent l'austérité et favorisent le dumping fiscal et social. L'heure est arrivée que celles et ceux qui croient en la démocratie franchissent une nouvelle étape pour rompre cette spirale inacceptable. Nous avons besoin d'institutions au service des libertés publiques et des droits sociaux qui sont la base matérielle même de la démocratie. Nous avons besoin d'un mouvement populaire, souverain, démocratique, qui défende les meilleures conquêtes de nos grands-pères et de nos grands-mères, de nos pères et de nos mères, et puisse léguer un ordre social juste, viable et soutenable aux générations futures. En dépit de ces manœuvres de la majorité, nous serons nombreux et nombreuses à partager ce message en Europe et en France, et nous ne doutons pas de parvenir à en convaincre le plus grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Vous avez raison, Madame la Ministre, il faut être précis dans les termes. Et je pense que notre collègue Clémentine Notin, dont l'intervention magistrale a embrassé l'ambition que nous voulions donner, a été précise et a mesuré ses propos. Et si nous sommes si durs, c'est parce que l'exigence était grande. Il faut être précis et précise, et le moins que l'on puisse dire, comme l'ont démontré les débats lors de la commission des lois, c'est que votre texte, y compris les propos de la ministre, était loin d'être précis. Parce que ça a amené des membres même de votre majorité à se poser la question du contenu et du sens des propos qui étaient faits. Il faut être précis, effectivement, Madame la rapporteure, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est souvent la confusion entre les infractions, le délit, l'agression sexuelle, le viol, qui a présidé au débat que nous avons eu en commission, venant des bancs du gouvernement et venant des bancs de la majorité défendant ce texte. Donc, à un moment donné, le constat que l'on fait, c'est que justement, ce débat-là mérite d'aller au fond des choses, mérite de clarifier la situation. Et ce n'est pas une question d'être caricaturaux pour être caricaturaux. Vous pouvez dire que c'est la France insoumise dans sa posture, mais à un moment donné, vous pensez que le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, qui a aujourd'hui fait une déclaration contre l'article 2, est composé de menteurs, de provocateurs, de personnes caricaturales. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce que peut défendre le Conseil, mais là, nous sommes d'accord. Et effectivement, le défenseur des droits a approuvé l'article. Et souvent, nous sommes d'accord avec le défenseur des droits, mais cette fois, nous sommes en désaccord. Et donc, il faudrait avoir les débats. Quand on a des instances de ce type-là, qui posent des problèmes, qui reprennent, encore une fois, oubliez la France insoumise. Pensez au collectif national pour les droits des femmes. Pensez à toutes les associations, les 250 personnalités. Ce ne sont pas tous et toutes, loin de là, des membres de la France insoumise. Mais quand autant de gens qui sont investis au niveau de la justice, au niveau des associations, expliquent et disent qu'effectivement, ce texte de 4 articles est particulièrement indigent pour s'attaquer au sujet qu'il prétend résoudre, la question des violences sexuelles et sexistes. 4 articles étudiés en une journée avec le niveau de contradiction, de confusion qu'il y avait, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas la France insoumise qui le disent, ce sont des dizaines et des dizaines d'associations, de magistrats, d'avocats et le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc vous pouvez repousser d'un revers de main nos arguments, mais au moins entendez-les. La réponse de la société, et notamment de l'institution judiciaire face au fléau que constitue le viol, n'est absolument pas à la hauteur du crime et du préjudice individuel et collectif subi.
On l'a dit, alors que 10% seulement des femmes victimes de viol portent plainte, 3% de plaintes débouchent sur un procès en cour d'assises. Le problème, selon nous, est structurel. Au niveau de la société, il renvoie au système de domination masculine patriarcale, aux discriminations de genre et à la culture du viol ancrée dans la société, dans les esprits. C'est pourquoi nous avons plaidé et continuerons à plaider pour une loi cadre qui embrasse en particulier l'indispensable et important travail de prévention et d'éducation et pour lequel il faut des moyens d'ampleur qui font aujourd'hui cruellement défaut. Au niveau de la justice, le problème ne se situe pas tant au niveau de l'arsenal pénal, qu'il faut bien sûr affiner. Nous avons déjà, en matière d'infractions sexuelles, l'un des systèmes répressifs les plus forts au niveau européen. Il peut toujours être amélioré, mais choisir cet axe exclusif nous semble problématique, parce que le problème de fond se situe fondamentalement dans l'accès au droit, à la justice pour les victimes et leur accompagnement d'une part, et de l'autre, dans les moyens donnés à cette même justice pour pouvoir appliquer effectivement la loi et condamner les crimes en tant que tels. Or, aujourd'hui, la police et la justice n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens suffisants pour mener les enquêtes et mener les procédures jusqu'au bout. C'est ce qui explique notamment le phénomène de correctionnalisation qui risque d'être accentué par ce texte. Je vous renvoie à un article très fouillé et très recherché de Sophie Boutboul dans Le Monde diplomatique de novembre dernier qui expliquait justement ce phénomène et où étaient cités un certain nombre de responsables, de magistrats qui expliquaient que même si la correctionnalisation est juridiquement illégale, elle est incontournable car nos moyens sont insuffisants. Le ministère de la Justice, en 2017, interrogé sur ce sujet, expliquait que la correctionnalisation est nécessaire pour lutter contre l'encombrement des cours d'assises qui ne permet pas de renvoyer devant cette juridiction l'ensemble des affaires. Or, les procédures que vous mettez en place dans l'article 2 vont accélérer ce processus, comme nous l'expliquerons dans nos amendements. C'est pourquoi nous voterons contre cet article. Donc, pour en revenir à l'ensemble des amendements qui ont été présentés et revenir sur le fond du débat et le fond des arguments qui ont été développés par des collègues de tous les bords politiques. Donc, quelle que soit la conception qu'on a des rapports sexuels, on a, en tous les cas, la volonté que cet article 2 soit réécrit et je pense que ça traduit ce que nous disions qu'il faut plus de temps et c'est suffisamment important et je pense que tout le monde en a conscience ici pour prendre le temps et faire en sorte qu'on envoie effectivement un signal fort. Et je pense que notre groupe en tout cas est favorable à ces amendements parce qu'ils ont tenu compte justement des remarques et des critiques qui ont été faites sur les risques d'inconstitutionnalité en revenant sur un certain nombre de demandes qui étaient initialement sur notamment le caractère irréfragable et ils y répondent justement avec la notion de présomption de non-consentement simple. Et je pense que les amendements et les explications qui ont été faites étaient suffisamment claires. Il ne s'agit pas de nous relire l'article et la formulation de l'article parce que justement telle qu'elle est cette formulation, elle est plus confuse et va amener à ce que beaucoup de gens ici dans l'hémicycle et en dehors, des gens qui connaissent le droit, des gens qui pratiquent ce genre de procédure, critiquent comme étant un risque de correctionnalisation du viol. Et on ne peut pas repousser ces arguments d'un revers de main en disant simplement qu'on n'a pas compris, qu'on ne sait pas lire ou qu'on ne connaît pas le droit. Il y a des arguments de fond qui ont été avancés. Ça mériterait, pour le coup, et étant donné, on va dire, le caractère transpartisan, le travail qui a été fait par plusieurs députés sur ces bancs, de prendre en compte cela et de faire un geste, pour le coup, symboliquement, oui, on assume qu'il faut une présomption de non-consentement. Là, ça fait plusieurs amendements où plusieurs députés de différents bancs essayent de faire avancer le texte de manière constructive. Ce n'est pas de la cosmétique, ce n'est pas une volonté de faire du bruit pour rien ou des effets de tribune. On essaye, et il y a eu plusieurs réécritures et on pourrait y travailler ensemble pour permettre de faire avancer ce texte et le rendre vraiment plus utile et symboliquement. Et ça a été très bien dit, l'argument d'anticonstitutionnalité ne tient pas. On n'est pas en train de défaire tout le code pénal, toute la Constitution, parce qu'on renverse la charge de la preuve. Et si ça change, il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure, mais on change la responsabilité. Et le signal politique qu'on envoie, effectivement, porte la responsabilité sur l'adulte, sur le majeur et plus sur la victime. C'est ça qu'on essaie de vous dire de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage au niveau du droit et du texte de la loi qui permet de rentrer dans ces clous. Et je pense que vraiment, là, on est dans un débat où on ne fait de procès d'intention
opposition à personne. On voit que c'est transpartisan, on voit qu'il y a une volonté de tout le monde de faire avancer les choses. Et il faut entendre ce que disent, y compris des membres de la majorité, que là, on a un instrument qui peut faire avancer les choses. Et le gouvernement a la possibilité, là, de sous-amender. S'il pense qu'il y a des formules qui ne sont pas suffisantes, il peut le faire maintenant. On a le temps, on peut prendre le temps, et je pense que tout le monde est prêt à prendre le temps pour ça. Vous avez l'opportunité, il y a encore des amendements. Si vous ne pouvez pas, vous considérez que là, l'écriture de cet amendement n'est pas suffisante, on a encore le temps pour revenir là-dessus. Mais vraiment, écoutez ça. Les arguments de fond, ils ont été donnés, ils sont convaincants, et on a la possibilité, là, de le faire, et je vous appelle à le faire. Nouveau rappel au règlement. Oui, merci Monsieur le Président. Alors par rapport aux interventions et de Madame la rapporteure et de Madame la ministre, notre interpellation n'était pas une invective, c'était un désaccord et un questionnement, non pas sur tous les amendements, oui, en commission. Et jusqu'à présent, nous avons eu des réponses sur les questions qui étaient posées, mais sur la série d'amendements très précis qui sont présentés par plusieurs groupes, vous n'avez fait, et on peut le retrouver dans les vidéos, que des rejets sans argumentation. Et c'est ça que nous avions pointé. Et vous ne pouvez pas répondre maintenant avec des arguments d'autorité. Et effectivement, la tenue de ces débats, et je pense que c'est peut-être effectivement la première fois où on a un travail parlementaire qui essaie de répondre aux objections que vous avez soulevé en commission. On a tous fait un travail, effectivement on n'est pas tous juristes, magistrats, etc. Mais on s'est enquis auprès de juristes. On a aussi vu les associations, donc on a fait ce travail. Et il y a des échanges. Et ce n'est pas une question de posture ou d'opposition ou de quel candidat à l'élection présidentielle avait défendu. On a tous porté et on porte tous des propositions. Et sur un sujet en plus qui est clairement transpartisan. Donc il ne s'agit pas de dire qui a commencé à être militant de la cause avant ou après. Parce qu'à ce jeu-là, on pourrait aussi en remettre sur le tapis. Il suffirait qu'un seul député, en rentrant dans la salle, en écoutant les arguments, soit convaincu, quel qu'ait été son engagement jusqu'à présent, pour être légitime à intervenir dans ce débat et pour être légitime à défendre ses arguments. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Et effectivement, malheureusement, et c'est malheureux que nous soit rétorqué ce genre d'argument qui crée les incidents de séance, qui crée, parce que c'est extrêmement violent, avec tout le travail, et c'est pas juste une question d'être passionné et de ne pas être rationnel, c'est extrêmement rationnel et argumenté ce qu'on fait, et se faire entendre dire qu'en fait, on fait des invectives quand on donne des arguments, ce n'est pas à la hauteur de ces débats, ce n'est pas à la hauteur des arguments qui sont proposés. Je pense que cette discussion sur le consentement est intéressante et elle mériterait qu'on aille plus loin parce que, au cours des dernières années, ça a été l'objet de campagnes importantes au niveau international, aux États-Unis, au Canada notamment. Au Canada, la législation intègre cette dimension explicite du consentement. Madame la rapporteure a indiqué que c'était implicitement dans la définition de la contrainte, mais il me semble, ce ne sera pas le cas vu que l'amendement est repris et rejeté, mais que dans les discussions futures qu'on aura sur ces sujets, j'espère qu'on en aura, il faut tenir compte de cette dimension et de ce qui a été fait là-dessus. Il y a énormément de travaux sur le sujet, sur la question du consentement, parce que c'est aussi un effet pédagogique de faire comprendre qu'un rapport, un acte sexuel doit être un acte entre deux personnes qui le consentent. Et je pense que l'introduire, nous avions un amendement qui permettait de tenir compte de la question de la contrainte et d'introduire cette dimension qui redonne, je pense, une autonomie, une légitimité à l'ensemble des partenaires du rapport sexuel. Et d'un point de vue politique, idéologique, je crois que c'est une discussion légitime qui ne met pas en cause la victime, mais qui repose, je pense, sur une dimension d'égalité, le débat sur les actes sexuels, et du coup, qui rend compte de la nécessité d'obtenir un consentement explicite, libre et éclairé des différents partenaires, justement pour qu'il n'y ait pas des actes de viol. Le collectif Stop Harcèlement de rue, créé en 2014, définit le harcèlement sexuel dans la rue et les espaces publics comme tout comportement adressé à des personnes dans des espaces publics ou semi-publics, visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants, en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Selon un rapport de l'INSEE paru en 2017, les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à se sentir en insécurité dans l'espace public. Selon le Haut Conseil à l'égalité, 84 000 personnes sont victimes de viols chaque année. Et l'enquête
Virage de l'INED estime que le harcèlement dit de rue et les atteintes sexuelles impactent la vie de 3 millions de femmes par an. Je pense, qui a été repris dans beaucoup de discussions et le constat que nous partageons tous. Le harcèlement dans l'espace public et dans les espaces semi-publics est un phénomène systématique qui s'inscrit dans toutes les catégories et dans tous les espaces sociaux, effectivement. Malheureusement, de notre point de vue, le dispositif proposé dans cet article, qui vise à poser un interdit social, à lutter contre le sentiment d'insécurité et limiter le passage à l'acte, ce que nous partageons, fait douter de son efficacité. Il va en pratique être difficile d'apporter la preuve du harcèlement. On sait qu'en l'état actuel, y compris des choses, les femmes qui se rendent dans des commissariats pour dénoncer des graves agressions ou ce type de harcèlement ont de difficultés à porter plainte. Il faudrait mettre en place un dispositif policier quasiment à chaque coin de rue pour pouvoir intervenir. Et surtout, il existe déjà un certain nombre de dispositifs législatifs, que ce soit l'injure publique, le harcèlement sexuel, j'en parlais, l'agression sexuelle, les agissements sexistes dans le monde du travail, qui permettraient de pouvoir intervenir. Le problème, comme sur beaucoup de dispositifs dont nous avons parlé, c'est qu'ils ne sont pas mis en œuvre. Donc il s'agirait de pouvoir les appliquer correctement. Enfin, et c'est ce qui concentre un certain nombre de critiques, y compris d'associations féministes, cet article procède à une déqualification de délits en contravention de ce type d'agissement, et c'est pourquoi nous sommes contre. Alors, permettez-moi, Madame la secrétaire d'État, puisque vous nous avez fait cette objection, de vous la retourner. De toute évidence, vous ne savez pas ce que c'est le harcèlement sexuel, puisque je vous rappelle la définition juridique. C'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos et des comportements à caractère sexuel qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante. Et les différentes choses que vous avez décrites rentrent et peuvent rentrer dans le cadre de la définition du harcèlement sexuel. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi vérifier la définition de l'injure publique ou non publique, de la menace, de l'agression sexuelle, des agissements sexistes dans le monde du travail, qui contiennent les éléments que vous avez caractérisés. Et d'ailleurs, ce n'est pas que nous. Alors, vous pouvez dire que nous ne connaissons pas très bien les dossiers, même si je viens de vous prouver le contraire. C'est également le groupe F, les associations féministes, l'association Stop Harcèlement de rue, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui pointent le problème de votre caractérisation de l'outrage sexiste, reprenant la définition du harcèlement de rue et en expliquant comment, malheureusement, comme c'est la pente prise par l'ensemble de votre projet de loi, ça va amener à une confusion entre la caractérisation de ces différentes infractions qui existent déjà, mais qui sont très difficilement appliquées, et ce que vous venez de faire, et du coup, de faire passer ce qui est l'injure, la menace, le harcèlement, l'agression, les agissements sexistes et sexuels qui existent dans le code pénal et qui sont des délits, par des contraventions. Et donc, effectivement, à moins de considérer que toutes ces associations également n'ont pas compris le droit et ne savent pas de quoi elles parlent, votre article va amener à une dégradation de ces infractions. Voilà pour les principales séquences d'intervention que j'ai eues au cours des dernières semaines à l'Assemblée nationale. Ce n'a pas été l'ensemble de mon activité, comme vous le savez. J'ai été aussi en déplacement encore à l'étranger dans le cadre de mon activité au sein de la Commission des affaires européennes. Et puis surtout, je suis intervenue en circonscription en rencontrant un certain nombre d'associations. J'y reviendrai dans le compte-rendu de mandat que nous allons organiser d'ici 2 mois, donc pour terminer un peu la session parlementaire. Et donc, je vous reparlerai en détail donc, de ces interventions nombreuses que nous avons en circonscription auprès des habitants et aussi en soutien aux mouvements sociaux, bien entendu. Donc, vous retrouverez donc l'ensemble de ces comptes rendus en vidéo dans les prochains numéros. En attendant, si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine revue en mode député.